Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent d'un peu partout du continent, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et un gros shout-out à l'école Enco Riviera, dont on aura l'opportunité de plus découvrir au courant de cette session. Et bienvenue à cette session de Africa Day. Donc, c'est l'une des sessions organisées par Enco Éducation dans le cadre de la célébration de Africa Day ce 25 mai au niveau global, la journée internationale de l'Afrique, en quelque sorte. Et nous avons l'honneur et le grand plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui Safia, qui aura l'opportunité de mieux se présenter et nous parler un peu de son parcours. Et avec elle, nous toucherons un sujet très important, c'est-à-dire prôner l'identité africaine dans les différents contextes. Donc, sans pour autant tarder, je vais donner la parole à Safia, qu'elle puisse s'introduire et nous parler un peu de qui elle est, de son parcours, et voilà, et un peu introduire le sujet de l'identité africaine. Safia, bienvenue. Merci de me recevoir et merci de m'avoir choisi. Je suis honorée puisque c'est un jour très particulier. Il n'y en a qu'un seul dans l'année comme ça et vous m'avez choisi, donc c'est un grand honneur. Merci beaucoup. J'espère que nos spectateurs vont apprécier, vont apprendre, qu'ils n'hésitent pas à prendre des notes. Et j'espère que voilà, qu'à la fin, ils auront des questions. Peut-être que je pourrais les éclairer un peu plus. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Safia Enjoy Life. Je suis connue sous le nom de Safia Enjoy Life sur les réseaux sociaux. Je mets en valeur l'histoire africaine et les cultures africaines, tout simplement parce que je suis d'origine guyanaise. Et là-bas, quand j'ai été à l'école, je n'avais qu'une image négative de l'Afrique. À chaque fois qu'on me racontait l'Afrique, c'était pour parler de guerre, de maladies, de violence, de criminalité, de famine. Et en grandissant, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que ça et que ce n'était pas du tout représentatif du continent ou même des pays. Donc, je me suis intéressée aux richesses africaines, que ce soit historiques, culturelles, matérielles, etc. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon travail de le faire connaître, de partager mes connaissances et mes recherches. Voilà. Donc, j'ai développé Grandeur Noire. Je vais y revenir plus tard. Et Grandeur Noire, le nom l'indique, c'est pour montrer tout ce qu'il y a de grandiose en Afrique et dans la diaspora africaine, c'est-à-dire les personnes qui sont nées et qui ont grandi en Afrique et qui sont allées vivre, s'installer ailleurs, mais également les personnes qui sont nées ailleurs, mais qui sont d'origine africaine. Voilà, toutes ces personnes-là, eh bien, tous ceux et celles qui ont fait de grandes choses, des héros, des héroïnes, des entrepreneurs, des sportifs, des artistes, tout type de scientifiques, tout type de personnes qui ont eu des parcours prodigieux, j'essaie de les faire connaître. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de présenter la diversité, puisque c'était un peu le thème de la journée, la diversité africaine, parce que souvent, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, on a l'impression que l'Afrique, c'est une caricature. C'est tel type d'apparence, c'est tel type de culture, c'est tel type d'endroit. On nous montre toujours les mêmes images, donc on a enfermé l'Afrique dans un certain schéma. Et aujourd'hui, il serait bien de l'ouvrir et de comprendre que l'Afrique ne se résume pas. Elle est trop diverse pour se résumer. Voilà, donc je vais essayer de partager mon écran du coup, pour partager mon document. OK, Bérénice peut donner l'accès. OK. Normalement, c'est bon. Ouais. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous voyez du coup. C'est bon. Oui, parfait. Donc, je vais mettre en diapo, présentation. Voilà. Voilà. C'était à la fin. Voilà, donc bienvenue sur ma petite présentation du jour qui s'appelle Africa Day, célébrons la diversité. Parce que la diversité est une richesse. Ce n'est pas du tout intéressant
que tout se ressemble, que tout soit uniforme. La richesse, ça vient des rencontres et de la complémentarité. Sinon, où est-ce qu'on va en vacances si c'est la même chose que chez nous? Donc, je commence par les paysages, justement, qui sont très divers. Alors, c'est dommage parce que je n'entends pas mon audience, mais est-ce que quelqu'un peut leur demander, quand on dit Afrique, à quel type de paysage ils pensent? Je pense que nous avons Ariane et Régis qui sont présents avec des élèves. Donc, Ariane et Régis, est-ce qu'on peut avoir des élèves qui peuvent interagir un peu? Bonjour. Ben, moi, j'ai mes 4 élèves ici avec moi. Régis, j'espère qu'il va pouvoir. Est-ce qu'on peut leur poser la question? Est-ce qu'on peut leur poser la question? À quel paysage ça leur fait penser quand on dit Afrique? Continent africain, pays africain, à quoi ils pensent? Mais ils sont un peu timides, ceux que j'ai avec moi. À quel paysage vous pensez quand on vous dit Afrique, continent africain et tout ça? Il y a un qui veut y répondre. Toi? Bonsoir, je m'appelle Mukenan, je suis en classe d'IP1. Et lorsqu'on me parle de l'Afrique, je vois un paysage tropical avec beaucoup de faune et de flore et assez ensoleillé. C'est le paysage que je vois lorsqu'on me parle d'Afrique. D'accord, très bien. Très bonne réponse parce qu'effectivement, c'est ce qu'on nous montre. Donc, ça veut dire qu'on pense à des arbres, on pense à des animaux. Par exemple, on va penser à quel type d'arbre? Qu'est-ce qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on nous dit Afrique et qu'on ne retrouve pas ailleurs? Est-ce qu'une autre personne peut prendre la Vous parole, Ariane? n'êtes pas obligé de prendre la parole avec la caméra. Vous pouvez juste le dire à votre professeur qui le répète, ça ira beaucoup plus vite. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? À quel arbre on pense lorsqu'on dit Afrique, à quel arbre on pense en premier? Baobab. Le baobab, d'accord. À quel type d'animaux on pense? Les zèbres, lions. Zèbres, lions. Éléphants. Ok, ben, très bien. Très bien. Vous voyez, vous habitez en Afrique et ce sont les premières images que vous avez de l'Afrique. Et pourtant, l'Afrique, ce n'est pas que ça. Est-ce que vous savez qu'il existe des resorts où on fait du ski en Afrique du Sud, en Ouganda, au Lesotho? Est-ce que vous saviez qu'il y a des resorts de ski et qu'on peut aller passer ses vacances et faire du ski, faire de la motoneige, faire de la luge, être dans des chalets, avoir froid? Non, vous ne saviez pas. Ils sont étonnés. Il y en a une qui dit « Ah bon ?» Ah bon. Donc, vous voyez que même en vivant en Afrique, on ne connaît pas l'Afrique. Et c'est très divers. On peut aller… Nous, quand on pense à ski, on se dit « Je vais aller en Suisse, je vais aller aux États-Unis, je vais aller dans l'hémisphère nord. » Alors qu'en réalité, le continent africain a tous les paysages possibles. Donc, sachez que si vous voulez aller faire du ski, en Afrique du Sud notamment, mais pas que, vous avez des stations de ski avec de la neige chaque année. Et notamment en Afrique du Sud, c'est du mois de mai, donc en ce moment, jusqu'au mois de septembre, c'est l'hiver avec la neige. Voilà. Donc, on a des endroits très froids, on a également des endroits très chauds. Ici, c'est un volcan qui est accessible la nuit, parce que la journée, c'est beaucoup trop chaud. C'est un volcan qui est encore en activité, qui s'appelle Erta Ale. Et donc, on peut l'approcher la nuit quand les températures sont un peu plus fraîches, mais il fait quand même très, très chaud. Et il y a la lave en fusion. Donc, on peut arriver jusque là, jusque sur les bords du cratère et observer la lave en fusion, c'est-à-dire ce qui vient directement du centre de la Terre. C'est extraordinaire. C'est l'un des seuls endroits sur Terre où on peut observer ça. Et c'est en Afrique. Voilà, donc si vous avez des idées pour les prochaines vacances, allez-y noter. Il y a des endroits qui sont remplis d'eau. Donc, par exemple, au Bénin, ici, on a le lac, on a Gamvier, qui est une cité sur l'eau, sur le lac Nokoué, en plein Bénin. Voilà. Et ce sont des hectares et des hectares de lacs où les gens habitent sur des maisons en pilotis. Et donc, les gens ne se déplacent pas en voiture, ni en moto, ni en bicyclette. Ils se déplacent en canot, en pirogue, en bateau. Et ils vivent de la pêche. On a aussi des endroits désertiques.
Donc, bien évidemment, ça, le désert, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est ce qu'on nous montre le plus, des endroits où rien ne pousse, il n'y a que des lézards, des serpents bizarres, il fait chaud, c'est pas agréable. Eh bien, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et même parmi les déserts, il y en a beaucoup, donc différents endroits de l'Afrique. Là, par exemple, la Namibie, c'est tout au sud à l'est de l'Afrique, à l'ouest, pardon, tout au sud à l'ouest de l'Afrique. Alors que nous, on nous parle souvent du Sahara. Mais il n'y a pas que le Sahara. Et vous voyez les arbres qui sont là, ce sont des acacias qui ont été figés sur place et qui sont devenus durs comme du ciment. Donc, ils ne sont plus vivants et ce sont comme des monuments, ils sont devenus des monuments, des vestiges qui sont durs comme du ciment et qui ne vont plus jamais tomber. Voilà, ils ont été durcis. Derrière, il y a les dunes de sable les plus hautes du monde qui font jusqu'à 3 mètres de hauteur. C'est la hauteur d'un bâtiment. Donc, voilà les endroits un peu très différents, on va dire, très divers qu'on a. On a également des endroits très verts. Donc là, on est en Guinée, avec des montagnes. Quand on nous dit Afrique et qu'on pense à forêt, on pense souvent à savane. Donc des endroits assez brûlés par le soleil. Alors qu'on a des forêts équatoriales, très humides, très vertes, notamment en Guinée. Et puis, très insolite, on a aussi des endroits roses. Donc ici, c'est le lac Redba au Sénégal. Et sa particularité, c'est qu'il est rose grâce à une algue. Voilà. Une algue qui rend tout le lac rose. Donc, on l'a surnommé le lac rose. Donc, vous voyez que vraiment, on peut voyager au sein de l'Afrique et être totalement dépaysé. C'est une diversité qui est très riche parce que ça veut dire que les sous que l'on met dans nos vacances, on peut les laisser sur le continent en voyageant en Afrique même. Ensuite, les cultures. La diversité des cultures, c'est pareil, on est très riche en Afrique. Il y a des peuples qui sont très habillés. Par exemple, là en Afrique, je vous ai montré en Afrique du Sud tout à l'heure les stations de ski. Eh bien, en hiver, ces peuples-là, le peuple d'Embélé, il est très couvert à cause de l'hiver. Donc, vous voyez, on ne voit pas leurs jambes, on ne voit pas leurs bras. Ils ont d'épaisses couvertures. Ils sont très couverts. À côté, en Namibie, on a le peuple Imba, qui lui est très découvert parce que lui, ce peuple, il vit dans le désert. C'est le désert que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, voilà. C'est là qu'ils vivent. Donc, forcément, ils ne peuvent pas porter des choses chaudes. Donc, vous voyez que d'un peuple à l'autre, on a peut-être des bijoux, une façon de se coiffer, mais on s'habille différemment. Il y a des femmes, il y a des peuples où les femmes portent les cheveux courts. C'est très féminin d'avoir les cheveux courts dans ces peuples-là, comme les Maasai. Et il y a des peuples où, au contraire, comme les Imba, les femmes ont les cheveux longs. C'est beaucoup plus féminin, elles trouvent, d'avoir les cheveux longs. Donc, culturellement parlant, il y a des différences très marquées d'un peuple à l'autre. Il y a des peuples qui s'ornent avec des bijoux, comme ici les Maasai, qui portent beaucoup de perles en collier, en boucle d'oreille, en couronne. Il y a des peuples qui s'ornent le corps, c'est ce qu'on appelle les scarifications, donc ils se décorent avec des cicatrices qu'ils font. Ils donnent différentes formes, différents espaces, etc., pour que ça fasse comme des bijoux sur eux. Et il y a des peuples qui s'ornent aussi les dents. Donc, ils vont se tailler les dents d'une certaine manière parce qu'ils trouvent ça beau. Exactement comme nous, on va se percer le nez, ou on va se percer les oreilles, on va trouver ça beau. Eh bien, eux, ils vont se tailler les dents. Voilà, c'est une transformation de leur corps qu'ils trouvent beau. Et donc, justement, j'en viens à la dernière partie, les apparences africaines, qui elles aussi sont diverses. Donc, quand je dis apparence, c'est la façon dont on est. Ce n'est pas la façon dont on se décore avec des bijoux, avec les dents, avec les cicatrices. Non, là, vraiment, on est né d'une manière. Donc, regardez ce monsieur qui n'a pas transformé ses cheveux et qui est africain du peuple Afar. Vous voyez comment ses cheveux sont? On nous fait croire que les Africains, c'est les cheveux crépus. Eh bien, pas forcément, parce que ce monsieur est 100% africain. Il vit du côté du Soudan et il a une peau très foncée, comme vous voyez, mais ses cheveux ne sont pas crépus. Donc, africain ne rime pas forcément avec un seul type de cheveux. Ici, pareil, on a une jeune fille Peul, ses cheveux ne sont pas crépus. Pourtant, elle est 100% africaine. Et elle est née en Afrique et elle vit en Afrique. D'accord? Ici, regardez les yeux de cette femme qui est d'origine Nama. C'est un peuple
de Namibie. Le peuple Nama a les yeux bridés. Pareil, on croit que les yeux bridés, c'est uniquement les personnes asiatiques. Chine, Japon, Corée. Eh bien non. Les Africains sont les premiers humains qui ont eu les yeux bridés. Et ensuite, quand ils sont partis du continent, eh bien, ça a été gardé par certains peuples. Donc, les Nama ont les yeux bridés. Ici, regardez le nez de cette femme. Elle est d'origine Oromo, donc là, on est vers le Kenya et l'Éthiopie. Le nez de cette femme, on nous fait croire que souvent, quand on est africain, on a un nez très large, on a ce qu'on appelle un gros nez. Pas forcément. Pas forcément. Regardez ses lèvres. Elle a des lèvres assez fines. Et regardez ses cheveux. Et pourtant, cette femme est africaine. Et quand je vous dis qu'elle est africaine, c'est qu'elle n'est pas métissée et que son peuple ressemble à ça depuis des générations. Ici, on a une femme qui est Wolof, donc du côté du Sénégal. Regardez son nez et regardez ses lèvres. Souvent, on nous fait croire que tous les Africains ont ce genre de nez, ce genre de lèvres. Eh bien non, c'est particulier à certains peuples, mais pas à tous les Africains. On ne peut pas résumer les peuples africains ou les cultures africaines ou les paysages africains. Et pour finir, regardez ce garçon qui est d'origine San. Donc San, c'est encore un peuple qu'on retrouve en Namibie, qu'on retrouve au Botswana et qu'on retrouve en Afrique du Sud. C'est un peuple qui a la particularité d'avoir la peau très claire. Et pourtant, c'est le peuple qui est le plus ancien en Afrique. C'est-à-dire que leurs gènes sont les plus anciens et les plus authentiques de tout le continent. Et pourtant, ils sont clairs. Donc, ça veut dire que le fait d'être africain, ça ne veut pas forcément dire être foncé de peau. Donc, attention à ne pas croire qu'un tel est plus africain qu'un tel, d'accord, par rapport aux apparences. Donc, moi, je vais terminer comme ça, en vous parlant un petit peu de moi. Moi, depuis toute petite, j'ai été différente sur j'ai été considérée comme différente par rapport à différents aspects. Donc, sur mon comportement, par exemple, je suis une petite fille qui aimait les livres. J'aimais beaucoup lire. Donc, mes amis, ils allaient jouer à des jeux vidéo ou bien ils allaient jouer dehors. Et moi, je restais chez moi, je lisais dans ma chambre. Et ils me considéraient comme bizarre. Ils me trouvaient bizarre de faire ça. J'avais des idées aussi. Par exemple, j'ai vendu des bracelets en perles à partir de la 6e. J'ai commencé à faire des bracelets en perles, à les vendre à l'école. Personne n'y avait pensé. Et pourtant, moi, ça m'a permis de m'acheter beaucoup de choses. Donc, j'ai eu des idées différentes. Les autres, ils ne pensaient qu'à aller s'amuser, à aller s'amuser après l'école. Moi, après l'école, j'allais acheter mes perles et puis je passais des heures à faire mes colliers, mes bracelets et je les vendais. Mon apparence était différente parce que ça ne se voit pas trop sur cette photo, mais j'avais les cheveux assez jaunes. Et j'étais plus claire aussi que mes camarades. Donc, même des fois, ils m'appelaient la blanche. Carrément, ils me prenaient pour une personne blanche, quoi. Donc j'étais considérée comme différente. J'ai les yeux aussi beaucoup plus clairs que la plupart des personnes. J'ai des yeux marron clairs. Donc, tout ça fait que des fois, on m'a un peu jetée sur le côté en disant « Ah, mais elle n'est pas comme nous ». Mes origines sont différentes parce que je suis née en Guyane, j'ai grandi en Guyane, mais mon père est sénégalais. Donc, j'ai un nom qui est sénégalais. Safiatou, c'est sénégalais. Et donc, là aussi, on s'est beaucoup moqué de moi en Guyane en disant « Ah, elle est sénégalaise, elle est africaine, elle n'est pas comme nous, elle n'est pas guyanaise ». Et pour finir, ma façon de parler. Parce que, comme je lisais beaucoup, je connaissais certains mots que je trouvais dans les livres que mes camarades n'utilisaient pas puisqu'ils n'avaient pas lu ces livres-là, ils ne connaissaient pas ces mots-là. Donc, des fois, j'utilisais des mots normalement et eux, ils ne comprenaient pas ces mots-là. Donc, pareil, ils me jetaient un petit peu en disant « Oh là là, elle nous ennuie là avec ces mots bizarres ». Donc, par rapport à tout ça, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais très gênée par toutes ces différences. Je me disais « Oh là là, j'aimerais trop être comme les autres, leur ressembler ». Et en grandissant, j'ai compris qu'en fait, c'était une force d'être différente. Parce que comme je ne pense pas comme les autres, j'ai des idées qui sont différentes, eh bien, je vais être la première à faire certaines choses. Et ces choses vont fonctionner. Mais comme je suis la première, eh bien, ça va me rapporter énormément. Et aussi, j'ai réussi, par exemple, à être assez
connue sur les réseaux sociaux parce que justement, je suis différente, je ne fais pas la même chose que tout le monde, je ne parle pas comme tout le monde, je ne raconte pas ce que tout le monde raconte. Donc, le fait d'assumer et d'accepter sa différence, croyez-moi, ça va vous rendre service plus tard. Il ne faut pas avoir honte de sa différence, quelle qu'elle soit. Que ce soit dans votre origine, dans votre façon, peu importe, votre apparence, d'où vous venez, ce que vous voulez faire plus tard, même si vous êtes différent, ce n'est pas grave. Soyez fiers de cette différence. Tôt ou tard, vous allez l'utiliser, cette différence, et elle va vous rendre service. Donc moi, j'ai pris du temps à accepter mes différences, mais le jour où je les ai acceptées, eh bien, je les ai utilisées comme une force et j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris. Donc, parmi mes réussites, la plus grande, c'est Grandeur Noire. Tout à l'heure, je me suis annoncée comme ayant créé Grandeur Noire. Eh bien, Grandeur Noire, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est une association qui fait plein de choses différentes. Et à chaque fois, la ligne directive, c'est de pouvoir valoriser l'Afrique. Donc, Grandeur Noire, comme ça vient de moi, c'est né en Guyane. Donc, la Guyane, vous voyez, vous êtes en Afrique de l'Ouest. Moi, je suis d'ici, de la Guyane. Donc, il y a tout un océan Atlantique qui nous sépare. Notre drapeau, c'est celui-là. Et en fait, la Guyane, c'est ce tout petit pays qui est entre le Brésil et le Suriname, 2 autres pays. Et ça ressemble à ça. C'est très, très vert, avec beaucoup de fleuves, beaucoup d'eau. Donc, la plupart des villes sont au bord de l'eau. Voilà. Grandeur Noire a été créée en Guyane, qui est un tout petit pays. Et pourtant, aujourd'hui, même si je viens d'un tout petit pays qui n'est pas connu dans le monde, j'ai quand même 153 000 personnes du monde entier qui sont abonnées à la chaîne YouTube Grandeur Noire. Il y a 129 000 personnes du monde entier qui sont abonnées à l'Instagram de Grandeur Noire. Désolée. Donc aujourd'hui, avec l'association, je donne des conférences. Ces conférences, c'est à chaque fois pour parler de nos héros, de nos héroïnes que nous ne connaissons pas. Ces conférences, c'est également pour parler de, par exemple, des montagnes enneigées qu'on ne connaît pas, de toutes ces choses-là qu'on ne connaît pas bien. Désolée, je n'ai trouvé personne pour garder bébé. Pas de souci, on comprend. Il y a également une maison d'édition que j'ai créée l'année dernière, en mars, donc ça fait à peu près 1 an. Et cette maison d'édition, pour l'instant, elle a 3 livres. Donc, le conte Walata, le conte Petite Soa et le livre My Type of Bad Girl. Et il y a également des jeux. Donc, il y a des puzzles, il y a un jeu de cartes, il y a un calendrier, il y a un coloriage. Tout ça, ça a été créé parce que j'ai eu confiance en moi, parce que j'ai accepté que j'étais différente et que je faisais des choses différentes. Et vous savez quoi? J'ai pu faire cette maison d'édition parce que j'aime lire et parce que j'ai énormément lu. Et en lisant, j'ai développé mon imagination, j'ai développé mon vocabulaire, j'ai développé la façon d'écrire, les figures de style, etc., qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'écrire des livres qui intéressent d'autres personnes. Donc, heureusement que je suis restée différente, que j'ai continué à lire, au lieu d'aller jouer avec mes camarades et de faire la même chose que tout le monde. Parce que sinon, il n'y aurait pas cette maison d'édition, il n'y aurait pas les conférences, il n'y aurait pas la chaîne YouTube, il n'y aurait pas l'Instagram. Ensuite, j'ai créé également le Gala Grandeur Noire qui va avoir lieu chaque année dans différents endroits du monde. Et ce gala, c'est pour rassembler toutes les personnes qui font des grandes choses. Donc, c'est comme une sorte de récompense. C'est pour rassembler les personnes qui sont excellentes en sport, dans le monde du cinéma, dans la danse, dans les sciences, dans la littérature, qui sont des entrepreneurs qui réussissent. Et on se met ensemble, on mange ensemble, on passe un excellent moment, on se rencontre, on fait connaissance et on repart avec des contacts pour collaborer. Donc ça, c'est le Gala Grandeur Noire. Il a eu lieu le 28 avril dernier, donc il y a à peu près 1 mois. Et puis, il y a un documentaire qui est en préparation, qui va justement aller dans plusieurs pays africains pour montrer ce que vous ne connaissez pas de l'Afrique et ce qu'on doit connaître pour être fier de l'Afrique, pour pouvoir travailler à son amélioration dans toutes les catégories, dans tous les aspects, que ce soit la médecine, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit tout, l'école, la construction des routes et des bâtiments, tout ça, il faut que l'on travaille pour ça, mais pour avoir envie de travailler pour son pays, il faut aimer son pays.
D'accord? Et pour l'aimer, il faut le connaître, il faut connaître sa valeur. Donc voilà, je vous invite, vous aussi, chacun, à accomplir de grandes réussites grâce à vos différences. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, pendant que vous êtes à l'école, vous êtes comme le papillon qui est à l'état de chenille. Vous n'êtes pas encore terminé. Le cycle qui va permettre d'avoir vos ailes et de vous envoler n'est pas encore arrivé. Ça ne se passe pas encore maintenant au collège ni au lycée. Donc, soyez patients. Continuez à vous construire. Continuez à découvrir vos différences et à les accepter, à les aimer. Et plus tard, vous allez vous aussi devenir de beaux papillons. Vous allez accomplir de grandes choses. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Merci beaucoup, Safia. C'était vraiment une présentation exhaustive, nous permettant vraiment de voir ton parcours, de comprendre l'importance d'être différent et qui est vraiment le centre du sujet aujourd'hui. Et j'ai une toute petite question avant de pouvoir passer à la prochaine étape du programme. Donc, vous parlez de valoriser l'Afrique en tant que telle, de ressortir, je dirais en quelque sorte, l'image de l'Afrique vers le monde pour montrer ces belles choses dont l'Afrique regorge, dont le continent regorge. Dans cette perspective, pourquoi est-il important de représenter l'Afrique de cette manière? Et doit-on masquer aussi les points négatifs du continent dans cette narrative? Alors non, je vais reprendre ce que j'ai dit là en fin de présentation, c'est-à-dire que l'importance de montrer ce qu'on ne connaît pas de l'Afrique et qui est pour le coup glorieux, qui a de la valeur, c'est que l'on puisse aimer, que l'on puisse apprécier d'où on vient. Si on n'apprécie pas d'où on vient, on fuit. Si on considère d'où l'on vient comme un enfer, on va fuir. Et qu'est-ce qu'on voit comme résultat? Ce sont des gens qui prennent des bateaux pour pouvoir traverser la mer, aller ailleurs, chercher des trésors qui sont déjà chez eux. Des trésors qui n'existent même pas ailleurs. Donc, ces personnes-là mettent leur vie en danger, beaucoup perdent la vie. Donc, déjà, il y a ce premier résultat de s'enfuir ailleurs. Il y a l'autre résultat de ne pas prendre soin et de ne pas protéger son pays. On ne va pas protéger quelque chose qui n'a pas de valeur. Si on a une pépite en or, on va la protéger, on va la mettre dans un coffre, on va la verrouiller. Si on a un caillou, on va le laisser dans le jardin, on va le jeter. Donc, lorsqu'on saura qu'on n'est pas assis sur des cailloux, on est assis sur de l'or, sur des diamants, sur du pétrole, sur de l'uranium, et que c'est nous qui devons exploiter ça, pas les autres, eh bien, lorsque nous allons en prendre soin et nous allons l'utiliser, nous allons nous enrichir, nous aurons les moyens de payer nos routes nous-mêmes, sans intervention extérieure, de construire nos écoles nous-mêmes, avec des programmes qui correspondent à nos populations, avec des horaires qui correspondent à nos populations, à des réalités, des paradigmes qui correspondent à nos populations. Donc, c'est tout un système qui va être enclenché à partir de l'estime qu'on aura de chez nous, de notre continent. Et non, je ne suis pas pour le fait de maquiller et de travestir la réalité. Mettre en valeur ce qui va bien, ça ne veut pas dire... Oh là là, je suis désolée. Non, pas de souci, on comprend. J'ai arrêté la vidéo parce que vous allez juste m'entendre. Je disais que, en fait, l'Afrique a tellement de merveilles que les points faibles, finalement, ils sortent. Les points faibles qui ressortent, c'est surtout parce qu'on se fait exploiter par l'extérieur. Que ce soit les guerres ne sont pas provoquées par les Africains eux-mêmes. Ce sont des orchestrations qui souvent sont dirigées de l'extérieur. La famine, c'est pareil. Il y a des solutions qui existent, qui ne sont pas prises. On ne nous laisse pas mettre en place les solutions. Donc, les maladies, c'est pareil. Nous avons nos plantes. On nous a retiré le savoir de nos plantes et on nous a interdit des fois l'utilisation de nos plantes, comme par exemple l'artémisia. On fait la guerre à nos plantes pour mettre des produits chimiques, des médicaments chimiques qui ne correspondent pas à nos organismes et qui ne nous soignent pas. Donc, tout ça, la plupart des problèmes, ils peuvent être facilement éradiqués et rapidement éradiqués si nous, on reprend les choses en main. Donc, finalement, le fait de mettre en valeur nos richesses, non seulement on va pouvoir construire le pays, mais le fait de reprendre en main, ça va effacer tout un tas de problèmes qui sont des problèmes qui viennent de l'extérieur, qui ont été amenés.
Donc, c'est du double, l'effet sera double, l'effet positif sera double, sans pour autant nier les réalités. Très intéressant comme perspective. Je pense que nos élèves ont aussi beaucoup de questions qu'ils avaient préparées et je donne la parole à Ariane pour introduire déjà notre école Inco Riviera avant de donner la parole à tout un chacun. Alors, bonsoir à tous et je remercie beaucoup Safia pour sa présence ici avec nous et pour toutes les choses qu'elle nous a apprises. Hein. Donc, déjà, savoir qu'on peut aller faire du ski en Afrique du Sud, donc je vais bien aller en France. Hein. je vais mettre mon petit billet pour aller en Afrique du Sud. Alors, Inco Riviera, je fais une petite présentation très brève. Hein. Donc, Inco Riviera, on fait partie d'un groupe d'écoles. Inco Éducation, on en a plusieurs, des écoles. Et donc, Inco Riviera adhère à la mission que le groupe s'est donnée, qui est d'être un tremplin ou du moins d'accroître l'accès des élèves africains aux meilleures universités du monde. Et donc, en proposant une éducation internationale de pointe, et en ayant des frais de scolarité compétitifs et en encadrant l'orientation universitaire de chaque élève. Notre souhait, hein, c'est comme pour toi, Safia, c'est de développer des jeunes apprenants pour la vie. On veut développer des personnes qui continuent à chercher, continuent à lire, continuent à faire ce qu'il faut faire pour pouvoir développer notre continent. Et notre mission, c'est tous ensemble, on a une seule vision, c'est de former des acteurs engagés pour bâtir un monde meilleur. Donc, je vais présenter mes élèves maintenant. Bravo en tout cas déjà pour cette mission. Comment? Bravo pour cette mission. Merci. On essaye de faire tout ce qu'on peut pour pouvoir développer notre pays et enfin l'Afrique en général, notre continent. Mais je vais présenter mes élèves aujourd'hui. On a la journée Africa Day et donc on s'est tous un peu ornés de nos habits traditionnels. Donc là, moi, je vais me lever un peu. Voilà. C'est ce que moi j'ai aujourd'hui. Wow! J'ai un petit panier à camp et je vais avoir mon premier élève hein, qui représente les Abidji, c'est ça? Oui, lève-toi. On va voir bien orné de son pagne. Waouh! Donc, on a le premier élève qui va te poser sa première question. Il va se présenter et puis il te posera sa première question et puis on passera aux autres. D'accord. Bonsoir, je m'appelle Nukenan, je suis élève en DP1, qui est l'équivalence de la première dans les autres systèmes. Et ma question, c'est quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées lors de la création de Gondonois? Alors, je réponds tout de suite? Oui, on fera au fur et à mesure pour pouvoir avoir… La plus grande difficulté, c'est que personne n'a cru en moi, mais vraiment personne, c'est-à-dire ni les institutions qui auraient pu, par exemple, me prêter. Une fois, j'ai fait une demande à la mairie d'une maison de quartier. Donc, les maisons de quartier, c'est prêté par la mairie pour des événements à but non lucratif. Et j'ai fait une demande pour une conférence, ils ont refusé. Ma famille n'a pas compris non plus ce que je faisais, donc au début, ils ne se sont pas trop intéressés, ils n'ont pas trop soutenu. Financièrement non plus, je n'ai pas été soutenue par… voilà, ça a été difficile surtout au début, dans le sens où j'ai voulu mettre des choses en place et les gens se sont dit, mais pour qui elle se prend celle-là? La première conférence que j'ai faite, c'était sur le franc CFA. Ils se sont dit, mais d'où cette fille-là va nous parler du franc CFA? Qu'est-ce qu'elle connaît? Qu'est-ce qu'elle raconte? Et il a fallu peut-être 3 conférences où les gens vraiment viennent. Alors, certains sont venus, mais pas beaucoup. Et comme il y a eu un bon bouche à oreille, les gens sont ressortis très satisfaits, ils ont eu beaucoup d'informations, etc. Ben, le bouche à oreille a fait que de conférence en conférence, il y a eu plus de gens et les gens ont fini par se dire « Ah bon, mais quand même, j'ai entendu dire que ça avait l'air sérieux, ah bon ?» Et au fur et à mesure, ben, c'est passé de 30 personnes qui sont venues la première fois à 50 la deuxième et à 200 la troisième. Et puis un jour, il y avait salle pleine et aujourd'hui, quand je donne des conférences, en 24 heures, il n'y a plus de tickets, quel que soit le nombre de places et quel que soit le prix. Donc, la première des choses qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas abandonner et il faut commencer petit. On ne va pas forcément commencer avec des gros moyens, avec plein de gens derrière nous qui nous supportent. On ne va pas forcément commencer comme ça. Mais il faut s'accrocher et il faut se dire qu'on commence
c'est comme un escalier, marche l'une après l'autre, on grimpe et on sera plus haut l'année prochaine que là où on est quand on commence maintenant. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup. Je te présente notre deuxième élève. Il va aussi se présenter maintenant et il va aussi te poser sa question. Alors, bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Dromelvin. Je suis en classe d'MYP 4. Et ma première question est, quelle vision avez-vous pour l'Afrique dans 20 ans? Et quel rôle notre génération aura-t-elle dans ce but-là? Très bonne question. Merci d'avoir préparé ces questions parce qu'elles sont très pertinentes. La vision que j'ai de l'Afrique, c'est le phare du monde, c'est-à-dire celle qui guide, le continent qui guide les autres peuples vers un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie, un retour à ce qui est sain, que ce soit l'alimentation saine, que ce soit une médecine saine, que ce soit des spiritualités saines, etc. Je pense que comme on est en train de se réapproprier notre valeur, notre identité, nos identités, puisqu'elles sont multiples, lorsque ce sera fait, on va enfin pouvoir briller. On a déjà cette lumière en nous, sauf que cette lumière, on a mis plein de couches de terre dessus, on ne la voit plus. Là, on est en train de faire un travail de déblayer. Ma génération, la génération de vos professeurs, on est en train de déblayer pour pouvoir laisser vous qui arrivez, les jeunes pousses, pour pouvoir vous laisser grandir et vous épanouir à la lumière. Vous allez grandir gorgé de lumière. Et forcément, vos branches seront beaucoup plus grosses. Vos fruits seront beaucoup plus sucrés que les nôtres qui ont grandi dans les ténèbres. Donc, forcément, vos arbres seront plus intéressants et plus solides aussi, mieux ancrés dans les racines au sol. Donc, je pense que votre génération va... nous, on est en train d'enlever la terre et vous allez vraiment être le champ de fruits, le champ d'arbres fruitiers, le champ de légumes qui va nourrir les autres générations à venir. Voilà. Donc, je ne sais pas comment l'exprimer sans cette image-là. On va dire que vous allez vraiment apporter le changement pour lequel nous sommes en train de travailler. On travaille à vous donner le flambeau pour que vous puissiez vraiment mettre en œuvre ce changement. On vous donne les outils pour mettre en œuvre le changement. Le changement, c'est vous qui allez le mettre en œuvre. Merci beaucoup. Ça me donne envie de réavoir 19 ans et d'être une de ces branches-là qui a un fruit bien sucré. Mais bon, c'est pas grave, je vais labourer. Avec vous. Chacun son rôle, et oui, il faut une génération sacrifiée, on va dire. Là, je te présente la fille de mon groupe, parmi mes élèves, qui va te poser sa question. Ouais, la seule fille, hein? Ouais. Malheureusement, la seule fille. C'est pas grave parce que les femmes, elles valent tellement que c'est pas grave, même si elles sont pas nombreuses. Elles pèsent. On est deux là. Donc, Bonsoir madame. Bonsoir. Je m'appelle Yedro Eliora Zoé en classe d'MIP 4 et ma question c'est comment évaluez-vous votre impact parmi vos canaux sociaux et lequel pensez-vous être le plus fructueux dans votre dans l'avancée de votre mission? Alors là, je ne saurais pas dire parce que moi, je ne suis pas très réseaux sociaux, donc je ne connais pas les statistiques, je ne maîtrise pas du tout les statistiques et compagnie. Je sais que YouTube a beaucoup aidé à me faire connaître encore plus qu'Instagram parce que YouTube est accessible par tout le monde, abonné à YouTube ou pas. Alors qu'Instagram, il faut vraiment être abonné et avoir la page Instagram pour pouvoir accéder à mes contenus. Donc, YouTube a beaucoup aidé. Donc, je dirais que s'il y a un réseau qui a plus d'impact que l'autre, je dirais que c'est YouTube. Il y a des vidéos aussi qui ont beaucoup circulé, celles sur le franc CFA, celles sur Haïti, celles sur Kadhafi. Donc, je sais que ça circule beaucoup mieux sur YouTube que sur Instagram. Sur Instagram, il faut vraiment avoir une page Instagram pour pouvoir accéder. Donc, ça, c'est la première question. L'autre, c'est comment j'évalue l'impact. Je dirais les gens, quand je les croise,
et aussi dans les témoignages qu'ils me font, dans les messages qu'ils me font, les emails aussi, où ils me disent que leur vie a changé depuis qu'ils se sont rencontrés, eux, puisqu'ils ne se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés, ils ont fait connaissance avec eux-mêmes, ils ont appris à s'aimer et à aimer leur passé, leurs ancêtres, leur histoire. Et ça a vraiment changé leur façon de faire. Enfin, il y a des femmes qui, par exemple, ont laissé tomber le défrisage et qui ont renoué avec leur vraie nature de cheveux. Il y a des personnes qui ont changé de façon de s'habiller ou de façon de manger. Enfin, ça impacte leur quotidien, quoi. Il y a des gens aussi qui choisissent leur destination de vacances différemment, qui ont quitté certaines... Ils vont plus à Miami, Dubaï et compagnie, ça ne les intéresse plus. Aujourd'hui, ils vont aller justement en Côte d'Ivoire, ils vont aller au Sénégal, ils vont aller en Tanzanie. Donc, il y a différents impacts, mais les retours que j'en ai, c'est les témoignages des gens. Moi, je ne le vois pas directement. Là, j'ai mon dernier élève pour ta dernière question. Il va te la poser maintenant. Il va se présenter aussi. Il va te la poser. Bonjour, vous avez de très belles tenues tous, hein? Merci, madame. Je m'appelle Fofana Ismaël et je suis aussi en classe de DP1. Et j'aimerais savoir quelle expérience vous a le plus marqué au cours de votre voyage. Quelle expérience m'a le plus marqué? Ouh là là, c'est dur parce que tu sais, comme j'ai expliqué, c'est différent partout, donc je ne peux pas vraiment hiérarchiser en disant ça, c'est plus que. Dans chaque pays, j'ai été agréablement surprise et charmée. Alors, qui m'aurait marqué en bien, du coup. Est-ce que une expérience qui m'aurait marqué en bien, de façon positive? Oui. C'est difficile, hein? Je dirais que c'est difficile. J'ai que des bons souvenirs partout. Peut-être vous pouvez nous raconter juste l'un d'entre eux, hein? Pas besoin que ça soit peut-être celui qui vous a le plus marqué. Eh bien, en Namibie, en peut-être 3 heures de voyage, on a changé on a changé de paysage. C'était vraiment extraordinaire parce qu'on est passé de quelque chose de très vert à quelque chose de totalement désertique, et ensuite, donc avec du sable, et ensuite à quelque chose de lunaire, donc avec des gros cailloux, pas de végétation, très gris, comme si on était sur la Lune en fait. Et on a passé comme ça, on a passé aussi des endroits où il y avait des cactus. C'était très différent. En 3 ou 4 heures de temps, c'était dans un bus. J'ai voyagé en fait, comme si j'avais fait des pays différents parce que les paysages étaient vraiment extrêmement différents. Et là, je me dis, waouh, il n'y a pas beaucoup d'endroits sur Terre où en quelques heures seulement, on peut changer autant de fois de paysage. Donc ça m'avait beaucoup marqué parce que d'où je viens en Guyane, c'est vert, point. On peut faire 2 heures ou 3 heures d'avion, ce sera vert, il y aura de la forêt partout. En France, on a aussi le même type de paysage. Mais là, vraiment, j'ai trouvé ça assez unique. Donc, voilà. Et comme je suis très nature, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Merci. Beaucoup. Je repasse la parole, Olivier. Non, je pense qu'on a le temps pour une question. On en a une autre, oui. Ouais. Il était prêt. Alors, on a ma dernière question là pour de vrai. Et donc, je te laisse la poser. Étant une femme de couleur, avez-vous été victime de discrimination ou de racisme au cours de votre parcours? Et quelle a été votre expérience par rapport à cela? Alors, je ne vais pas dire victime parce que je n'ai jamais réagi comme une victime qui pleure et qui pleurniche et compagnie. Mais effectivement, j'ai été confrontée à du racisme de la part de personnes qui n'étaient pas africaines, mais également de la part de personnes africaines. Donc, du côté des personnes africaines, je suis considérée comme une blanche parce que j'ai une peau plus claire que certains. Et donc, comme une non-africaine, donc rejetée. Il m'est déjà arrivé d'être vraiment rejetée et de ne pas être considérée comme légitime de raconter l'histoire de l'Afrique alors que je suis trop claire, alors que je ne suis pas née en Afrique. Donc, j'ai eu ça.
Et j'ai eu dans des magasins des gens qui ne voulaient pas me servir parce que je suis noire. Et bon, ça, c'était en Europe. Des gens qui ne voulaient pas me servir dans des magasins ou alors des gens qui ne veulent pas monter dans l'ascenseur avec moi parce que je suis africaine. Et plein de petites choses comme ça ou dans le quotidien où j'ai quelqu'un qui m'a craché dessus, j'ai quelqu'un aussi qui m'a jeté une espèce de gobelet vide depuis sa voiture, donc il m'a jeté dessus parce que j'allais traverser la rue et j'étais à hauteur de sa voiture et la personne m'a dit « rentre chez toi, macaque ». Sous-entendu « rentre chez toi en Afrique, macaque ». J'étais à Paris. Donc voilà, il y a eu des petits incidents comme ça, mais moi, je ne le prends pas comme « oh, je suis victime, oh mon Dieu, je vais me cacher dans mon coin et pleurer ». Je me dis « pauvre de la personne, la pauvre, j'ai tellement envie de rentrer chez moi, je suis chez elle parce que je n'ai pas le choix. Parce que chez moi, c'est mieux en fait. Il y a du soleil toute l'année, il y a énormément de ressources. Et en fait, j'ai juste hâte qu'on puisse enfin accéder par nous-mêmes à ces ressources parce que ce sont ces personnes-là qui vont nous supplier de ne pas tous rentrer en même temps chez nous parce qu'elles vont se rendre compte combien elles ont besoin de nous. Ce sont ces personnes-là qui vont nous supplier de leur accorder des visas pour venir chez nous en Afrique, là où il y a toutes les richesses du monde. Donc, je me dis, les pauvres, ils sont ignorants, c'est pas grave, j'espère pour eux, je leur souhaite d'accéder à la connaissance. Ce qui me fait le plus mal, ce qui me touche vraiment, c'est quand ça vient de ma communauté. Et quand je dis communauté, c'est communauté africaine, peu importe que ce soit la diaspora, l'Afrique ou autre. Quand des gens qui partagent la même origine que moi me disent non, on n'est pas ensemble, non, toi, tu es différente de nous parce que tu es plus claire. Ça, je trouve ça très triste. Et ça me fait beaucoup plus de mal que des personnes extérieures. Et comment je réagis? J'essaie d'expliquer, d'avoir une discussion avec la personne pour lui expliquer que voilà, déjà, il y a différents peuples en Afrique qui sont clairs et qui sont africains, qui ont toujours vécu en Afrique depuis des millénaires et qui sont plus clairs que moi. Donc, ce n'est pas la couleur qui fait l'africanité. Et d'autre part, ce n'est pas parce que je ne suis pas née en Afrique que je suis moins africaine que d'autres qui sont nés et qui ne se sentent pas africains, qui n'ont pas envie d'être africains, qui se transforment, qui veulent partir ailleurs. Donc, ce n'est pas ça qui fait si on est africain ou pas. J'essaie d'avoir une conversation, mais pareil, dans les deux cas, il y a un problème de méconnaissance et d'ignorance. Donc ça, c'est mon travail de faire circuler l'information un peu mieux. Merci beaucoup, Safia. Alors, moi et mes élèves, on a été très heureux de te poser des questions et déjà de t'avoir eu et d'avoir les réponses que tu nous as données. Et donc, on va continuer, on ne va pas être des victimes. On va continuer à éduquer quand il faut. Et merci beaucoup. Et donc, je repasse la parole à Olivier. Merci beaucoup, Ariane, et merci aussi à l'équipe de Riviera. Merci à nos élèves qui sont très, très, très bien habillés, comme Safia l'a dit tout à l'heure. Je pense que nous avons Cher Ousmane Kamara qui veut aussi poser une question. Cher Ousmane. Cher Ousmane, vous êtes sur mute. Allô? Allô, oui. Allô? Oui, cher Ousmane. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. En fait, j'ai suivi avec brio ses interventions et je l'encourage dans cet élan. En fait, ma question est la suivante. Je me dis, comment compte-t-elle atteindre tous les autres pays d'Afrique qui sont pas, dont elle n'est pas partie et qui peuvent être concernés par ce de projet qu'elle a? Parce que je trouve que c'est très intéressant. Et surtout, une partie là où elle a parlé d'un dîner là où les jeunes Africains, les jeunes d'un pays se regroupent, acteurs de plusieurs plans, se retrouvent autour d'une table pour parler, pour se connaître. Tout ça, c'est quelque chose à promouvoir dans certains autres pays. Et je me dis que c'est quelque chose de très grand, quoi. Et quels sont les plans qu'elle pose pour aller dans d'autres pays africains? Merci. Merci beaucoup, cher Ousmane, pour la question. Cher Ousmane, vous nous appelez d'où aujourd'hui? Je vous appelle de la Guinée Conakry. Très bien, très bien. Merci, cher Ousmane. Donc, Safia? Eh bien, déjà, bonsoir la Guinée. Merci beaucoup pour cette question. Là, je suis en train de faire la chasse aux donateurs.
Donc, je fais du porte-à-porte, je rencontre des gens qui ont certains moyens financiers, je leur présente mes projets, je leur présente ce que j'ai déjà réalisé pour justement les inciter à faire des donations à mon association. Et avec ces donations, c'est comme ça que j'organise de plus en plus de choses, que je mets en place de plus en plus de produits. L'une des étapes, ce sera bien évidemment la traduction dans des langues qui concernent de plus en plus de pays. Donc en lingala, en swahili, en wolof, en fon, etc. Ça, c'est un travail qui va demander beaucoup de moyens financiers parce que déjà, la traduction, ça se paye, des pages et des pages et des pages, il y a plusieurs livres, mais également le fait d'imprimer, de réimprimer des livres dans d'autres langues et de les distribuer, de les acheminer. Tout ça, ce sont des coûts. Donc forcément, la plupart des banques, en tout cas moi, j'ai la nationalité française, elles ne croient pas, les banques françaises, à ce genre de projet. Elles ne vont pas soutenir ce genre de projet. Donc, il faut que j'aille vers des frères et sœurs de notre communauté qui ont réussi, qui financièrement sont à l'aise. Donc, des joueurs de NBA, des joueurs de football, des chanteurs, des gens qui ont vraiment des gros moyens et qui puissent faire des dons de plusieurs milliers d'euros, donc plusieurs centaines de milliers de francs CFA, pour me permettre à chaque fois d'apporter un rayonnement plus grand dans les messages que je souhaite diffuser, les messages d'estime de soi, de confiance en soi et d'ambition. Merci beaucoup, Safia. Il nous reste 5 minutes. On va juste peut-être poser 2 dernières questions. L'une d'entre elles étant que la mission d'Incoéducation, comme Ariane l'a présenté au tout départ, c'est d'être un tremplin vers les meilleures universités du monde. Donc, nos élèves postulent pour ces meilleures universités qui sont très souvent en majorité dans l'Occident, donc aux États-Unis, au Canada et tout cela, n'est-ce pas? Quels conseils avez-vous pour nos élèves leur permettant de partager leur culture avec courage et assertivité dans ce monde qui ne connaissent pas l'Afrique en tant que telle? Et vu aussi votre expérience par rapport aux injures auxquelles vous avez fait face des personnes qui ne sont pas africaines et ne connaissent vraiment pas l'image de l'Afrique, quels sont les conseils que vous donneriez à nos élèves dans ce sens? C'est d'être toujours attachés à leur identité, leur tradition. C'est ça qui va les aider en fait à tenir n'importe où. Et justement, au Gala Grandeur Noire qui a eu lieu le 28 avril, le joueur de NBA, Ian Maimi, a eu un discours brillant où il a dit « Vous prenez un Africain, vous le mettez n'importe où dans le monde, il va réussir, il va s'en sortir. » Parce que la résilience fait partie de notre ADN. C'est bien pour ça que nous sommes le seul peuple à avoir résisté à des siècles et des siècles d'acharnement, de torture, de sévices. Parce que nous avons une puissance en nous, nous sommes capables de résister à tout. Donc, je ne m'en fais même pas pour les différentes adversités qu'ils vont rencontrer. Simplement, ce qui va les aider psychologiquement, parce que c'est surtout là que ça se passe, c'est de savoir qui ils sont. Quand ils sauront qui ils sont, qu'ils connaîtront leurs valeurs, ben, comme moi, ils vont regarder les autres en se disant « les pauvres ». Ils vont rester concentrés sur leur chemin de vie, sur leurs objectifs. Ils sont venus là pour prendre quelque chose, un diplôme, une expérience, un savoir-faire. Quand ils maîtrisent, tout ce que j'espère, c'est que peu importe le nombre de temps qu'ils restent sur place pour se former, ils finissent par retourner, rapporter ce qu'ils ont appris ailleurs, chez eux, qu'ils l'exercent chez eux et qu'ils aident justement leur pays, leur quartier, leur ville à se développer et à rayonner et à exceller, qu'on devienne excellent et qu'on n'ait plus besoin de voyager ailleurs pour se former. Qu'ils reviennent pour enseigner dans des écoles ou pour construire des écoles ou pour mettre leurs enfants dans des écoles. Parce que si on construit des écoles et qu'il n'y a personne comme public, c'est pareil. Si tout le monde part ailleurs et qu'il n'y a pas de public pour ces écoles-là, ça ne sert à rien. Donc, on va nous aussi avoir nos grandes écoles. En attendant, effectivement, il faut qu'il y ait des générations sacrifiées qui aillent subir chez les autres. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que tant qu'on est chez les autres, ben, on n'est pas chez nous. On ne peut pas obliger les autres à nous aimer et à nous accepter. Ce n'est pas le but de la manœuvre quand on va chez les autres. On va prendre quelque chose, une connaissance ou autre, et on revient. Et on rapporte ce qu'on a appris. On le rapporte à la maison, on le fait fructifier pour que les prochains n'aient plus besoin de s'expatrier, que ce ne soit plus une nécessité.
Très, très intéressant. C'est comme le dirait l'autre, le rendez-vous du donner et du recevoir, pouvoir prendre quelque chose et en même temps déposer quelque chose sur la table. Très, très, très bien. Je pense qu'il nous reste juste une seule minute. On a beaucoup de questions qui sont en train de venir à la dernière minute, par contre. On ne va pas trop déborder du temps. Peut-être, je vais donner juste la parole encore une fois à notre invité, Safia, de nous dire un dernier mot de la fin. En résumé, je vois un peu des questions d'ici et là par rapport au côté linguistique, comment concilier les langues dans l'intégration africaine et comment aussi participer aux événements et aux cocktails que vous organisez. Donc, juste un dernier mot de la fin, Safia, avant que je puisse remercier tout le monde. Alors déjà, merci à tous ceux et celles qui ont été présents et attentifs. Merci beaucoup de l'honneur que vous m'avez fait de m'écouter. Désolée pour les timides qui se sont manifestés à la fin pour leurs questions, désolée. Et bravo à toutes les équipes qui vous encadrent et qui se donnent énormément pour votre avenir, pour l'avenir de nos pays. Vraiment, bravo à vous parce qu'on a tellement besoin de ce genre d'initiative avec un autre paradigme. Donc, vraiment, merci. C'est moi qui suis honorée que vous m'ayez fait connaître cette initiative. Je vous souhaite une excellente continuation à tous, les enseignants, les équipes éducatives, les élèves, que vous puissiez aller le plus loin possible et qu'il y ait plein de Enco School, Enco Éducation partout sur le continent. Voilà, même ailleurs peut-être par la suite, qui s'installent ailleurs pour pouvoir rayonner dans notre diaspora. Merci. Grand merci encore une fois à vous, Safia, d'avoir honoré